Donc, ce soir, je vais vous dire un petit peu ce qu'on va aborder. Donc, déjà, pourquoi moi, je me permets de parler des faux souvenirs? Eh bien, parce que quand je me suis installée, je savais pas faire grand-chose, mais bon, je savais faire 2-3 trucs quand même. Et en fait, au fur et à mesure du coup de ma pratique, j'ai développé une méthode que j'ai appelée du coup la méthode lucide et à laquelle je forme des thérapeutes maintenant. J'ai développé en fait une méthode pour soigner les blessures émotionnelles conscientes. D'accord? Et je ne savais pas du tout faire les traumatismes enfouis, premièrement parce que personne ne m'avait appris. Et deuxièmement parce que moi, j'étais pas allée assez loin au fond de moi pour pouvoir accueillir des gens avec des traumatismes enfouis. Ok? Parce que en fait, en tant que thérapeute, on ne peut pas écouter quelque chose. On ne peut pas. En fait, moi, j'aime bien dire que notre cœur, en fait, a une certaine profondeur. Imaginez que votre cœur a telle profondeur. Si en tant que thérapeute, vous êtes allé écouter de ici à ici, ben en fait, vous pourrez aider les gens à écouter le fond de leur cœur de ici à ici. Mais par contre, de ici à ici, en fait, vous ne pourrez pas les écouter. Ok. Donc, tout ça pour dire que petit à petit, j'ai développé une méthode aussi pour les traumatismes enfouis, d'accord? Donc, ce qui maintenant est ma spécialité, je fais ça 8 heures par jour. Donc, voilà pourquoi je me permets de parler des traumatismes enfouis et du coup, des faux souvenirs et notamment de ce que l'on appelle les faux souvenirs induits. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment les souvenirs enfouis remontent, comment faire la différence entre les vrais souvenirs et les faux souvenirs, comment reconnaître les vrais souvenirs et les faux souvenirs, d'où vient cette idée qu'il existerait des faux souvenirs. Et puis, en fin de live, je vous lirai un exemple de ce qui remonte en psychothérapie. C'est un sujet qui vient chercher quelque chose d'extrêmement tabou dans notre société. Puisque moi, en fait, depuis que moi, j'ai accepté d'aller voir certaines vérités au fond de moi, du coup, je suis en capacité pour aider les gens à aller voir certaines vérités au fond d'eux. Et du coup, depuis cette période-là, clairement, je vis dans un autre monde, puisque je me rends compte à quel point il y a énormément de personnes qui ont justement des traumatismes enfouis à l'intérieur d'elles et qui n'en ont aucune conscience, qui pensent même avoir eu une enfance heureuse et qui, malgré tout, ont un énorme mal-être, ont un dégoût d'elles-mêmes. Des angoisses, ils sont tombés du ciel, etc., etc., etc. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire déjà pour commencer, c'est que je sais que ça va venir toucher à l'intérieur de chacun des choses extrêmement particulières, parfois d'une énorme violence. La plupart du temps, le conscient des gens qui a enfoui des choses ne veut pas croire que c'est vrai, d'accord? Donc en fait, cette idée des faux souvenirs arrange, mais alors plein de monde. Déjà, ça arrange toutes les personnes qui agressent les enfants, puisque ça fait passer les victimes pour... Hein, ça c'est bon, c'est des faux souvenirs, ok? Et puis ça arrange toute la société, parce que ce serait trop dur en fait pour voir la vraie réalité des choses et tout ce que l'on fait aux enfants. Voilà. J'allais dire les portes fermées, mais enfin oui, les portes fermées. Bref. Ok. Alors, en effet, il est possible que mon discours génère des réactions agressives, non seulement de la part de personnes qui ont agressé les enfants, aussi de la part de familles que des souvenirs qui remontent
Et du coup, la famille explose complètement, d'accord? Donc, bien sûr que tout le monde préfère se dire que bah, c'est un faux souvenir. Voilà, bien sûr, ça arrange tout le monde et c'est tout à fait logique. Mais il est possible aussi que mon discours génère de l'agressivité auprès des victimes qui, bien sûr, sont celles, les premières, qui n'auraient pas souhaité que ça arrive, donc qui préfèrent en fait que les faux souvenirs existent et que ce qui remonte à leur conscience, en fait, soit faux. En fait, s'il te plaît, dis-moi que c'est pas vrai. En fait, dis-moi que non. En fait, s'il te plaît, dis-moi que c'est pas possible. Ok? Donc voilà. En fait, c'est compliqué de parler de manière objective d'un sujet aussi délicat parce qu'en fait, c'est tellement chargé émotionnellement pour tout le monde que c'est pas. C'est pas que c'est pas scientifique parce que on va voir qu'il y a des expériences qui ont été faites, etc. Mais je veux dire, moins on a été travaillé sur soi profondément, et plus on va être adepte de la théorie des faux souvenirs, en fait. Parce que on ne veut pas aller voir la vérité en face. Mais attendez, je vais préciser parce que là, il y en a peut-être qui vont hurler et ils ont bien raison parce que j'ai pas été assez précise. Des faux souvenirs induits, vous allez voir. Ok, alors, voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, la première chose, j'en ai déjà parlé dans mes lives, mais je vais faire un petit rappel, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'acte que l'on fait subir à un enfant, par exemple, parce que la plupart des souvenirs enfouis, la plupart des événements enfouis, en fait, se sont passés dans l'enfance. Même si, bien sûr, le cerveau est tout à fait capable d'occulter à l'âge adulte un événement d'une extrême violence. Il n'y a pas de problème. Par exemple, si, vous savez, parfois, il y a un moment d'un accident qui va être totalement blacklisté, tellement ça a été violent. Bon, bah, c'est la même idée. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus c'est violent ce que l'on fait subir à un enfant, et plus ça va être enfoui, et plus le souvenir qu'il en gardera, si jamais il en garde un, ou le souvenir qui remontera, si jamais il va travailler ses traumatismes enfouis, s'il va les déterrer, en fait, plus ce souvenir sera flou, incohérent, morcelé, pas clair, pas structuré. En tout cas, c'est tout à fait possible. Il y a certaines victimes qui prennent le souvenir en pleine figure et c'est d'une extrême clarté, il y a toutes les images, c'est comme un film, etc. Et d'autres, notamment quand on atteint des niveaux de violence absolument incompréhensibles pour le cerveau d'un enfant, là, en fait, à ce moment-là, le cerveau, en fait, comme ça n'a aucun sens, si vous voulez, en fait, ce qui va nous permettre de mémoriser les choses, entre autres, c'est le sens qu'on met sur les choses. C'est-à-dire que, par exemple, si je regarde comme ça ma pièce, je vois qu'il y a une chaise, et donc je vais me souvenir qu'il y a une chaise parce que je sais que c'est une chaise, par exemple. Ok ? Donc l'idée beaucoup, c'est d'ailleurs aussi pour ça que les bébés n'ont pas de souvenirs, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance du sens que les choses ont, en fait. Ils sont dans une découverte totale. Donc, moins les choses ont de sens, et moins les choses vont pouvoir être mémorisées. D'accord ? Donc, plus ce que vous faites, enfin, je ne parle pas de vous, mais plus ce qu'une personne qui fait du mal à un enfant est violent, et plus le souvenir que l'enfant en gardera, même si parfois c'est même pas arrivé au stade de souvenir, c'est juste que l'information est dans la conscience, par exemple, quand on retrouve des choses bébés. Parce qu'on retrouve tout, bien évidemment. Si le thérapeute est bien formé à ça. Donc, je vais reparler rapidement de la dissociation. Vous pouvez aller voir dissociation, amnésie traumatique, dont Muriel Salmona parle beaucoup, donc rapidement. Quand je vis quelque chose que je ne comprends pas, qui me fait extrêmement peur, il y a mes hormones de stress
qui augmente à l'intérieur de moi. Si les hormones de stress continuent d'augmenter, je vais mourir d'une crise cardiaque. Donc, mon cerveau se dit, ok, pour que je reste vivante, il faut qu'on fasse péter les plombs. D'accord? Donc là, il y a ce qu'on appelle une dissociation, c'est-à-dire que je vis ce que je suis en train de vivre, mais je ne ressens plus rien. Je suis totalement anesthésiée de la douleur et de mes émotions. Ça, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire une sensation d'irréalité. Écoutez bien parce que c'est important pour le sujet de ce soir. Ça va créer une sensation que ce que je vis n'est pas réel. Ben oui, puisque qu'est-ce qui me permet de savoir que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre? Eh bien, c'est parce que je m'écoute parler, parce que je vois et je touche mon verre d'eau, c'est parce que je vois mon ordinateur en face de moi, d'accord? C'est parce que j'ai accès à ce que je ressens d'un point de vue d'émotion et d'un point de vue de mon corps, de mes sensations. Sauf que si je suis coupée de mes sensations et de mes émotions parce que c'est trop insupportable, qui me dit que je suis vraiment en train de vivre ce que je suis en train de vivre? Personne. Donc je vais douter de si je suis vraiment en train de vivre ce que je suis en train de vivre quand je suis un enfant qui vit des violences sexuelles. Quand je dis violence, attention, ça ne veut pas du tout dire violence comme ça, pas du tout, d'accord? La violence correspond beaucoup au non-sens en fait, d'accord? Quelqu'un qui est un adulte normalement très sympa et qui se transforme avec une tête bizarre dès qu'il est tout seul avec moi et qui se réjouit de des horreurs qu'il va pouvoir me faire en fait. Mais même si c'est pas violent en soi, ok? Parce qu'il y a une énergie particulière quand un adulte fait du mal à un enfant ou voilà, lui fait subir un acte sexuel. Et ça, l'enfant, il le sent, il comprend pas, enfin bref. Tout ça pour dire que donc, je vais avoir la sensation que ce que je vis n'est pas réel. Donc là, déjà, quand l'enfant est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre, au moment où il le vit, soit son cerveau lui dit que c'est pas possible en fait, pour ne pas mourir de peur, mais aussi parce que le cerveau de l'enfant n'a pas envie d'y croire en fait, que mamie qui est super sympa est en train de me toucher la nénette de manière interdite. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, il y a tout dans le cerveau de l'enfant qui veut croire que ce n'est pas vrai, plus ce phénomène de dissociation qui crée vraiment une sensation d'irréalité. Ok? Donc déjà, ça, c'est très important parce que quand les victimes, quand les souvenirs enfouis, plus ou moins du coup clairs, remontent, eh bien les victimes ont cette sensation que non mais j'ai une sensation d'irréalité. Oui, c'est normal, c'est absolument spécifique de la dissociation. Donc c'est une preuve en fait que ça s'est passé, puisque c'est spécifique. Parce que quand quelque chose n'est pas votre histoire, bah vous n'avez pas de doute en fait, vous vous dites pas mais attends j'ai la sensation que c'est pas mon histoire. Non en fait, c'est extrêmement clair à l'intérieur de vous que bah c'est pas vous, point en fait. À partir du moment où il y a cette espèce de doute, c'est spécifique de la dissociation. Et donc, qu'il vous est arrivé ce que raconte ce souvenir. Ok? Oui, il y a aussi cette sensation que les victimes ont de dire mais là, je raconte des choses, mais j'ai l'impression que ça n'est pas mon histoire. J'ai l'impression d'être spectatrice de la scène, comme si ça m'était pas arrivé à moi. Oui, tout à fait. Il y a énormément de victimes de violences sexuelles qui décrivent justement une décorporation, c'est-à-dire, ou alors c'est comme si mon esprit, il était vraiment tout était remonté dans ma tête pour, comme si mon corps ne m'appartenait plus et comme si en fait c'était pas à moi ni à mon corps en fait que la personne faisait ça. D'accord? Donc ça c'est très important déjà pour commencer ce soir ce psy live sur les traumatismes enfouis parce qu'il faut vraiment garder ça en tête, d'accord? C'est-à-dire que souvent on se dit oh oui mais attends elle dit qu'elle a été violée mais elle est même pas capable de raconter ou un enfant hein, mais du coup c'était quand et c'était comment et comment ça se passait? En fait les victimes ne savent pas parce que plus c'est violent, plus ça n'a pas de sens, plus la personne
dans la vie quotidienne est sympa, et plus le cerveau, en fait, a occulté un certain nombre de choses et a brouillé un certain nombre de choses, parce que l'image de, je dis n'importe quoi moi, mon oncle super sympa et ce qu'il me fait dans une chambre, le cerveau il dit ok, les deux ne sont pas possibles en fait. Donc pour que le cerveau n'explose pas, il va falloir faire un choix. Ok, donc on va dire que ça s'est pas passé parce qu'en plus c'était horrible, donc ça arrange tout le monde. Et puis en plus pour continuer à vivre et à grandir et à pas pleurer, et à pas passer ma journée d'enfant à pleurer toute la journée, bon bah je vais me dire que la vraie en fait, mon oncle en fait, c'est qu'il est, il est gentil en fait. C'est ça la vérité. Ok. Donc vous voyez, il y a tout un doute qui commence à s'insinuer dans la personnalité de la victime. Et c'est comme ça, notamment, qu'une victime de violence sexuelle va commencer à perdre confiance en elle. C'est que elle va, à ce moment-là, en fait, perdre confiance en elle parce qu'elle se dit que ce qu'elle perçoit est faux, puisque c'est pas possible qu'il lui arrive ça. Et c'est ça qui va faire que plus tard, la victime, en fait, tant qu'elle n'aura pas accepté qu'en fait, son corps et son cœur avaient raison et que oui, c'est vrai, il s'est passé ça, eh bien, la personne va toujours se demander, mais attends, est-ce que j'ai rêvé ou pas? Est-ce qu'il m'a vraiment mal parlé ou pas? Et c'est là, en fait, que les victimes de violences sexuelles, notamment dans l'enfance, vont être très, comment on appelle ça, en proie aux manipulateurs, en fait, aux manipulations, d'accord? Parce que du coup, la personne doute de si elle n'a pas rêvé ou pas, elle doute en permanence, en fait. D'accord? Ça, c'est très spécifique des victimes de violences sexuelles. Ok, donc, moi, j'aimerais quand même attirer votre attention sur un point, c'est que, est-ce que vous vous rendez compte de l'injustice absolument colossale de ce phénomène-là? C'est-à-dire que plus vous faites quelque chose de violent à un enfant, plus il va l'enfouir. Moins ses souvenirs seront clairs. Parce que pour le protéger, son cerveau va tout brouiller. En plus, en fait, si vous voulez, l'hippocampe, qui est une structure cérébrale qui gère un certain nombre de choses, notamment ce qui appartient à l'extérieur, ce qui appartient à l'intérieur et qui gère toute la notion spatio-temporelle. En fait, ça s'est passé à tel moment, ça à tel moment. Et en fait, si vous voulez, lors des victimes lors des violences sexuelles, l'hippocampe n'arrive pas à faire son travail. Donc c'est aussi pour ça que c'était quand, je sais plus, il y a une scène comme ça, tout est flou en fait. Mais vous vous rendez compte comment c'est horrible? C'est-à-dire que plus on fait du mal à un enfant, et plus c'est violent, et moins il aura de chances de se défendre et d'être cru, puisque plus il va enfouir ce que vous lui avez fait, et en plus, moins il sera crédible, parce que moins son souvenir et ce qu'il va raconter aura une logique, une temporalité et une cohérence. J'aimerais juste qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus, en fait, pour se rendre compte de l'injustice de cette chose-là. Sauf que, moi, maintenant, avec la méthode que j'ai développée, je préviens tout le monde, on retrouve tout. Si la personne, elle est prête, etc., etc. Si c'est son souhait, etc. Ok? Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, bien sûr que ça arrange tout le monde, cette idée des faux souvenirs, puisque les faux souvenirs, ça voudrait dire que toutes ces horreurs ne sont pas vraies. Donc bien sûr, ça arrange les victimes, les agresseurs, absolument tout le monde. Mais aussi, il y a des thérapeutes, et ça c'est absolument scandaleux, qui eux-mêmes ne sont pas allés travailler assez au fond d'eux. Et en fait, si vous voulez, comment expliquer? C'est même pas une question de traumatisme enfoui, en fait. Comment expliquer? Par exemple, si je n'ai pas reconnu, je dis n'importe quoi, hein, ma mère était alcoolique et du coup, elle jetait à la poubelle le peu à manger qu'on avait. En fait, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais le peu qu'on avait, elle le jetait à la poubelle. Voilà. Eh bien, tant que je n'aurais pas reconnu que, ok, elle était alcoolique, mais elle aurait pu ne pas
jeter la nourriture qu'on avait à la poubelle. Donc, je reconnais la responsabilité de son erreur à ce moment-là. Si je ne l'ai pas fait, moi, en tant que thérapeute, je ne vais pas pouvoir aider quelqu'un à le faire, en fait. Donc, je vais dire, ah oui, quand même, votre mère, vous comprenez, elle était saoule. Oui, bah et alors, à quel moment c'est une excuse pour jeter la nourriture de ses enfants alors qu'on n'a pas d'argent? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, si vous voulez, c'est très important de comprendre ça parce que un certain nombre de thérapeutes qui n'a pas été au fond de lui et qui n'a pas été entendre profondément l'enfant qu'il était, reste sourd à l'enfant qui hurle à l'intérieur des gens qui viennent le voir. Et je sais de quoi je parle, puisque moi, c'était mon cas. C'est-à-dire que pendant les 4 premières années de mon exercice, je me souviens que je pouvais emmener les gens jusqu'à une certaine profondeur et après, parce que je ne pouvais pas entendre une certaine partie de ce que avaient à me dire les enfants à l'intérieur du cœur des gens, parce que moi, j'avais pas encore été écoutée, la petite fille à l'intérieur de moi, en fait. Vous voyez, donc ça, c'est très important. Et donc, vous imaginez les catastrophes que ça fait, c'est que si en plus, alors si un psychothérapeute n'a pas été au fond de lui et qu'en plus, il n'est pas au courant de tout ce que je viens de vous raconter sur la normalité de la sensation d'irréalité, la normalité de la sensation de doute quand un souvenir remonte, eh bien en fait, il va faire encore plus douter la victime. Et du coup, il va dire en effet, bah oui, c'est vrai, attention, vous n'êtes pas sûr, etc. Mais pas du tout en fait. Je veux dire, c'est spécifique. Le doute est spécifique de ce genre de souvenir qui remonte. Alors bien sûr, il n'y a pas que le doute qui montre qu'un souvenir est réel. Hein. Bien sûr, bien évidemment, il y a d'autres manières que je vais vous présenter plus tard de savoir la réalité. Ok, mais en tout cas, c'est terrible parce que quand un psychothérapeute met la parole d'une victime en doute, c'est d'une violence absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire, puisque en fait, l'enfant qui est au fond va vers un professionnel et se prend une énorme claque, puisque quand vous ne croyez pas une victime qui doute d'elle, c'est comme si vous la traitiez de folle, en fait. Et ça, c'est absolument insupportable. C'est comme si vous reniez profondément qui elle était, en fait, et sa santé mentale. Alors, peut-être que vous pouvez me dire, oui, mais attends, je veux dire, il y en a qui reconnaissent que c'était des faux souvenirs, en fait. Donc, c'est bien la preuve que, en fait, c'était pas vrai. Alors, déjà, moi, ce dont je parle, ce sont les faux souvenirs qui remontent en psychothérapie. Déjà, en psychothérapie, ce qui est très important, et quand on est formé au trauma enfoui, on le sait, c'est-à-dire que absolument rien ne doit sortir de la bouche du thérapeute. Absolument rien. Si quelque chose sort de la bouche du thérapeute, oui, mais il ne vous serait pas arrivé ça, c'est une faute professionnelle absolument gravissime, à mon sens en tout cas. D'accord? Donc ça, c'est très important déjà de respecter le fait que uniquement, il y a que, il est bien sûr hors de question d'aller dire à quelqu'un, non mais toi, il t'est arrivé ça. D'accord? Même si, mais admettons que vous le fassiez. Mais c'est pas parce que vous dites à quelqu'un, bah toi, je sais pas moi, t'as pas été aimé, bah si la personne a été aimée, ça va rien lui faire. Au pire. D'accord? Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse. Bref, tout ça pour dire que si vous dites oui, mais il y en a qui reviennent en fait sur ce qu'ils ont dit et ils disent non mais attends, en fait, c'était pas vrai. Bah oui, bien sûr, en fait. Bienvenue dans les traumatismes enfouis, en fait. C'est le processus absolument normal et par lequel passent 90% des victimes, c'est-à-dire que ça sort, la personne passe dans le déni, repasse dans le déni, non mais c'est pas possible, hop, ça ressort, non mais attends, c'est pas possible, hop, ça ressort, non mais attends, non mais là vraiment c'est pas possible, c'est n'importe quoi ce que j'ai dit, en fait j'ai dit n'importe quoi, etc. Ok? Donc ça, en fait, c'est un processus absolument normal des victimes, donc ça n'est pas du tout une preuve qu'une victime repasse dans le déni en fait. Enfin je veux dire, si ça a été enfoui, et parfois pendant 50 ans, bien sûr que c'est pas en un claquement de doigts que le conscient il va dire « Oh bah oui, bien sûr, bah bien sûr, non, mais, bah, évidemment maintenant que tu me le dis, bah bien sûr. » Alors,
il y a cette sensation parfois, bien sûr, qui d'ailleurs est une preuve de la vérité, de soulagement. D'accord? Mais c'est absolument normal en fait, d'accord? Donc ça n'est pas une preuve que il y a des faux souvenirs. Le fait que les personnes reviennent sur ce qu'elles disent, je veux dire, quand vous travaillez avec les gens et notamment pour sortir leur traumatisme enfoui, vous entendez ça toute la journée, hein, toutes les 2 secondes. Et enfin, c'est le temps de l'accepter en fait. C'est tout à fait normal. Et en fait, si à ce moment-là, les personnes sont mal guidées par un psychothérapeute, et bien du coup, la personne va totalement repasser dans le déni et elle restera dans le déni toute sa vie et donc bien sûr avec son mal-être à l'intérieur. Parce que le mal-être, à quoi il sert? Le mal-être, en fait, c'est le messager de l'enfant intérieur qui dit attends, non, 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 attends, je ne vais pas te laisser vivre ta vie tranquille tant que tu m'auras pas écouté en fait. Il faut que tu sois consciente ou conscient de ce qui t'est arrivé, de ce qui nous est arrivé. Donc si vous voulez, plus la personne va se croire et plus le mal-être va se taire, puisque plus le message du mal-être sera passé. D'accord? Ça, c'est une preuve aussi. Si c'est le bon message, eh bien le mal-être se tait. Si c'était pas le bon message, le mal-être continue de crier et de faire souffrir la personne. Pour les angoisses, c'est pareil, pour les phobies, c'est pareil, etc., etc. Sachant que quand on travaille avec les victimes qui ont des traumatismes enfouis, on sait très bien que 100% des victimes ont tendance beaucoup plus à minimiser ce qui leur est arrivé qu'à exagérer en fait. D'accord? Je ne parle pas du tout de quelqu'un qui, pour se venger à l'extérieur, mentirait sur quelqu'un d'autre. Je ne nie pas cette réalité non plus. D'accord? Mais là, je parle spécifiquement des faux souvenirs en psychothérapie, où la victime a vraiment du mal à ce que ça sorte parce que c'est tellement chargé émotionnellement. Ça, c'est pareil. Je veux dire, si c'est faux, ce ne serait pas aussi chargé émotionnellement. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est d'où vient cette théorie des faux souvenirs. Alors, donc, parce qu'il faut voir de qui ça vient quand même, cette théorie. C'est très intéressant. Donc, monsieur Peter, alors je ne sais pas comment ça se dit, Freds, bref, on s'en fiche. Donc, il y a sa fille qui était psychologue, d'accord. Elle travaillait principalement sur les abus sexuels, mais on s'en fiche. Et donc, elle a accusé son père de l'avoir abusé, d'accord. Et lui, du coup, donc c'est-à-dire que c'était un présumé agresseur qui a mis en place la théorie des faux souvenirs. Voilà, donc il faut savoir, il faut replacer les choses dans leur contexte aussi. Ok? Voilà, donc sa fille dit que c'est pas du tout des faux souvenirs. Sachant que la fille de ce monsieur, la mère de ce monsieur-là, et écoutez bien, hein, la mère de ce monsieur-là et le père de ce monsieur-là soutenaient la fille. Donc, c'est-à-dire que la fille, elle a dit, mon père a fait ça. Et donc, la grand-mère et le frère étaient du côté de la victime, donc de la fille, et disaient, oui, c'est vrai. Donc, ça n'est pas des faux souvenirs. Voilà. Donc, c'est important que on replace ça dans le contexte. Alors, sachant que lui, il a reçu, donc il a créé avec sa femme une fondation, etc., avec le soutien d'un psychologue américain. Et lui, ce psychologue américain, justement, il était spécialisé dans la défense des personnes accusées de pédophilie. Vous voyez? Donc là aussi, il faut voir de qui ça vient. Ok? Et, écoutez bien, hein, ce monsieur qui soutenait monsieur Peter Fritz, là, et donc qui était avocat, qui défendait les personnes accusées de pédophilie, il critiquait ouvertement les programmes de protection de l'enfance. Ok? Voilà. Comme ça replace un peu les choses dans le contexte. Et donc, il affirmait ouvertement ses positions pro-pédophiles lors d'une interview, etc. Là, il dit, donc il cite les sources. Hein.
Et donc, quand a été révélée au public cette interview où il affirmait ses positions pro-pédophiles, bah, et du coup, évidemment, il a été obligé de démissionner de la fondation des faux souvenirs. Ok? Alors, il y a quand même quelque chose que j'aimerais vous dire qui va compliquer l'équation sérieusement. Mais je ne me serais jamais permise de le dire si je n'en avais pas la preuve. Du coup, j'ai pu le vérifier. Un certain nombre de personnes qui ont fait du mal à des enfants l'occultent. Vous avez bien entendu ce que je dis. Je ne dis pas que toutes les personnes ayant fait du mal aux enfants l'occultent, loin, très loin de là. Mais un certain nombre de personnes ayant fait du mal à un enfant l'ont occulté de leur mémoire. D'accord? Moi, j'ai reçu des témoignages comme ça. Donc, notamment une personne qui avait fait du mal à son enfant et s'est remontée en séance avec moi. D'accord? La scène lui est remontée et la personne en fait se voyait. Enfin voilà, et elle a dit mais voilà, j'ai fait du mal à mon enfant. D'accord? Et donc, moi je lui ai posé la question, étant donné que je suis spécialisée là-dedans, ça m'intéresse, et je lui ai demandé, et si votre enfant était venu il y a quelques mois vous dire tu m'as fait ça, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Bah, je l'aurais traité de folle, bien sûr. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu connu, mais c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que ça pose la question de, voilà, enfin, vous imaginez d'avoir oublié quelque chose que vous avez fait et pour lequel vous êtes accusé. Enfin, voilà, c'est une situation qui est assez horrible aussi, même si bien sûr c'est de la responsabilité de l'adulte, bien sûr, de ne pas faire du mal à un enfant. Mais voilà, il y a ça aussi qui est à prendre en considération et du coup qui peut expliquer notamment qu'un adulte soit absolument outré que son enfant l'accuse de telle ou telle chose parce qu'il y a la possibilité, parfois, je ne dis pas du tout à chaque fois, mais que cet adulte ait occulté ce qu'il a fait. Voilà. Donc je ne lis pas vos commentaires pour l'instant, hein. Je continue parce que j'ai plein de choses à vous dire et puis on verra à la fin si j'ai le temps. Alors, Monsieur Peter Fred, bref, il a développé l'expression, écoutez bien, faux souvenir induit. Induit. Ça, c'est très important. Et donc, la définition des faux souvenirs induits, c'est des faux souvenirs qui viennent à partir de suggestions de la part de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que les faux souvenirs induits, c'est le psychothérapeute qui, avec ses mots, suggère, qui va dire, ok? Donc ça, c'est très important aussi de comment est recueillie la parole. Parce que le travail d'un psychothérapeute, c'est certainement pas d'induire quoi que ce soit. De toute façon, rien ne doit sortir de la bouche du psychothérapeute. Donc, à partir de ce moment-là, si le travail est bien fait, la question des souvenirs induits ne se pose même pas, en fait. Ok, alors bien sûr, ce que vous pouvez dire, c'est il y a une dame, Madame Elisabeth Loftus, profitez-en parce que c'est pas souvent que je vais faire des... Je parle de théorie, d'expérience et tout ça. Je ne parle normalement que de ce que je connais de ma pratique. Mais du coup, pour répondre aux questions, aux personnes qui peuvent dire oui, mais on a bien vu en hypnose qu'on pouvait quand même faire croire à une personne que elle avait été boire un verre alors qu'en fait elle n'avait pas été boire un verre. Donc tu vois bien qu'il y a des faux souvenirs qui sont possibles. Mais bien sûr, mais je veux dire, dans ces expériences-là, qu'est-ce qui se passe? L'hypnotiseur a clairement la volonté d'induire tel souvenir dans le cerveau de la personne. Ce qui n'est pas du tout le cas dans une psychothérapie. Enfin, vous voyez, faudrait quand même qu'on parle de la même chose. Pas du tout. Ok? En psychothérapie, ça va être par exemple, ok, donc on va demander à votre inconscient, qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous étiez petite? Et le truc qui remonte, bon bah voilà, c'est pas du tout la même chose que
bon, bah, je vous fais croire que vous êtes parti faire un tour en moto et puis je vous réveille. Alors, vous l'avez vécu du coup ou vous avez été hypnotisé? Maintenant, je l'ai vécu. Bah oui, mais je vois pas du tout le rapport avec mon travail en fait. Et avec une psychothérapie qui travaille sur les traumas enfouis, d'accord? Donc voilà, donc elle fait beaucoup d'expériences justement, mais de ce style-là en fait. Elle fait visionner des vidéos, des photos. Mais donc, c'est pas du tout ce qu'on fait nous en psychothérapie en fait. Donc c'est ça en fait les faux souvenirs induits. Oui, bien sûr que ça existe, les faux souvenirs induits. Mais c'est parce que quelqu'un a la volonté de le mettre dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Avec des techniques, de l'hypnose, etc. Donc après, enfin, vous voyez. Donc si le travail est bien fait en psychothérapie, bien sûr que non, il n'y a pas de faux souvenirs. Ok. Voilà. Alors en plus, il faut voir de qui ça vient aussi, puisque cette dame-là, Elisabeth Loftus, elle est sceptique par rapport à la théorie du refoulement, d'accord, donc de l'enfouissement. Bon bah là, elle est complètement à côté de la plaque. Je veux dire, maintenant tout le monde le sait que l'amnésie traumatique existe et que c'est pas si rare que ça que les gens refoulent et occultent, d'accord. Donc bon. Voilà. Donc de toute façon, moi, c'est pas compliqué. Avec ma méthode, je n'utilise pas du tout l'hypnose parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire oui, mais attends, est-ce qu'elle t'a hypnotisé? Du coup, c'est pour ça. Bah moi, j'utilise pas l'hypnose. Comme ça, au moins, c'est réglé. On est sûr que ça n'est pas l'hypnose qui a mis des souvenirs ou je ne sais quoi. Ok? Mais il n'y a pas besoin d'hypnose en fait. Alors, écoutez bien. Donc le syndrome des faux souvenirs reste contesté par une grande partie de la communauté scientifique, et notamment, devinez de qui? Des spécialistes de l'inceste. Ah bah oui, voilà. Des gens qui savent exactement de quoi ils parlent, justement, puisqu'ils sont spécialistes de ça. Et eux, ils sont contre les faux souvenirs. D'accord? Voilà. Voilà. Et ils disent, donc, ils disent qu'il y en a qui, une partie de la communauté scientifique qui il y a une partie de la communauté scientifique qui est complètement contre les faux souvenirs. Et ils disent, à l'inverse, une étude a montré que 38% des femmes victimes d'inceste durant l'enfance ne se souvenaient pas de l'abus. Bah, bien sûr qu'elles s'en souviennent pas. Enfin, les gars, c'est normal en fait. C'est pas à l'inverse en fait. Ça va dans le même courant. Bien sûr que oui. Je sais pas, je dirais. Ouais, enfin bon, je vais pas faire des trucs comme ça à la louche, mais la majorité des personnes qui ont été victimes d'inceste l'ont complètement occulté, oui, bien sûr. Alors, voilà, quelque chose qui est important aussi. C'est que parfois on peut dire oui, mais attends quand même, ça dépend comment tu as interprété les choses, parce que regarde, si deux amis sont allés à une fête, et bah du coup il y en a un qui va dire que la fête, il y avait du jus de fruits, et puis que machin est parti à telle heure, alors que Bidule dit que machin est parti à telle heure. Oui, non mais attendez, là on ne parle pas de ça. On parle de gros événements, d'accord? Il n'y en a pas un qui va dire moi, oui, on a eu un gros accident et quelqu'un d'autre qui va dire non, on n'a pas eu de gros accident. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on parle quand même on parle pas de détails en fait, d'accord? On parle de, de choses qui, en plus, déstabilisent profondément le psychisme de l'enfant, ok? Et l'enfant, bon ça, on y reviendra un autre jour, mais l'enfant sent l'intention malveillante. Et l'enfant ne se fait pas des idées sur un acte malveillant. Ça, c'est faux. On y reviendra peut-être un jour, pas aujourd'hui. Ok. Alors, non mais regardez comment les gars n'y connaissent rien en psychotraumatologie parce que c'est pas possible. Donc là, un article qui dit en fait, voilà, qui parle d'expérience, etc. Voilà. Alors, dans les expériences ou un souvenir d'enfance, alors attendez,
Voilà. Le degré de certitude est plus élevé quand les personnes racontent leurs vrais souvenirs. Les participants hésitent le plus souvent, ont des syntaxes de phrases du genre je crois que, il me semble que. Et donc là, ils disent que ça montre que c'est des faux souvenirs. Mais pas du tout. Mais venez dans mon cabinet, écoutez tous les gens qui découvrent des souvenirs enfouis. Mais en fait, il n'y en a pas un qui dit je crois que, il me semble que, parce qu'au début, c'est évident que les gens ne se croient pas. C'est normal, puisque ça a été enfoui, parce que c'était incroyable pour le conscient. Donc bien sûr que les gens ne se croient pas quand ça remonte. Enfin, je veux dire, c'est logique. Je comprends pas où est Je comprends pas là. Vous voyez? Alors, maintenant nous allons voir comment on sait si c'est la vérité ou pas. Donc, je ne sais pas exactement quel est le public qui me regarde ce soir, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont peut-être des doutes, des souvenirs, même si on en reparlera, mais les choses ne remontent pas forcément sous la forme de souvenirs. D'accord? Parfois, ça remonte sous la forme de la conscience. Parce que l'inconscient, lui, il s'en fiche, en fait, d'être crédible ou pas. Lui, son but, c'est de protéger le conscient et donc de ne pas lui envoyer des images atroces, etc. Parce que pendant des années, le cerveau a repoussé des images. Et après, en fait, la société tombe sur les victimes en disant « Bah, t'as pas d'image ?» Bah non, en fait, excusez-moi les gars, mes mécanismes de défense ont tout fait depuis 50 ans pour que je n'ai pas d'image. Donc là, tout de suite, non, j'ai pas d'image, mais par contre, je le sens au fond de mon cœur. Voilà. Ok? Et donc ça, c'est une preuve, parce que c'est la conscience, en fait. En plus, c'est tellement difficile pour les victimes d'accepter qu'il leur est arrivé ça, surtout quand c'est un proche qui leur a fait, que voilà, que c'est pas pour faire leur intéressante ou pour donner une raison à leur souffrance. Alors ça, on l'entend aussi. Mais du coup, parce que une des choses qui montre que c'est la vérité, c'est qu'en fait, ça soulage. C'est-à-dire que je sois précise. Attendez, je vais recommencer parce que là, je me suis embrouillée, je vais reprendre les choses. Comment c'est la vérité? Ok. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le souvenir, c'est pas forcément une image. D'accord? Ça peut être des sensations corporelles. Mais regardez, je pense à quelque chose là. Imaginez un enfant qu'on a violé dans le noir. Et la société lui dit, mais du coup, t'as une image de la personne qui t'a violé? Non mais voyez, enfin, on en est là en fait. Ok? Ou alors on lui a bandé les yeux lors d'un truc, une cérémonie absolument atroce. Ou alors on lui a mis la main comme ça. Enfin, un milliard de choses en fait qui arrivent aux enfants dans notre société. Et en fait, la société demande des comptes aux enfants alors que le fait qu'ils émettent des doutes, qu'ils ne soient pas sûrs, etc., n'est pas du tout une preuve que ce n'est pas vrai ce qu'ils racontent en fait. La preuve, c'est le mal-être, c'est la conscience, c'est ce que la personne sent au fond d'elle, c'est une fois qu'elle a accepté les choses, toute sa vie change en fait. Alors évidemment pas instantanément, mais ça aussi c'est une preuve. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que les souvenirs, ce n'est pas juste une image, ça peut être juste des sensations corporelles. Et oui, il y a des gens qui n'ont que des sensations corporelles, avec la conscience de c'est un tel, c'est tout. Parfois ça remonte comme ça. Ça peut être des émotions. Je sais pas moi, par exemple, si la personne est en train de découvrir qu'elle a été attouchée sexuellement par une personne qu'elle adorait profondément, eh bien peut-être que, même si elle ne se croit pas encore, une énorme tristesse va venir et elle va sentir au fond d'elle que c'est la tristesse d'avoir été trahie, par exemple. Et du coup, la personne pleure pendant un quart d'heure et après est très soulagée. Bon bah ça, c'est des choses qui ne s'inventent pas en fait. D'accord? La personne ne va pas pleurer pendant un quart d'heure parce qu'elle s'imagine. Non.
faut arrêter faut arrêter les conneries à un moment donné. D'accord? Donc non. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais du coup, les acteurs, ils arrivent bien à pleurer pour des choses qui ne sont pas vraies. Certes, mais parce qu'ils en ont la volonté. Ce qui n'est pas du tout le cas des victimes en psychothérapie. Ok? Comment on sait la vérité? Eh bien, on sait aussi la vérité parce que... Alors déjà, les sensations corporelles ne mentent pas, d'accord? Quand une personne décrit spécifiquement le sexe d'un homme qui pénètre dans un anus avec tous les détails inimaginables de la sensation, bon bah ça non plus, ça... Et en fait, vous voyez bien qu'elle le décrit en direct, bon bah ça non plus, ça ne s'invente pas, d'accord? Et aussi, ce qui prouve la vérité de ce qui remonte, c'est que les gens, en séance, d'avoir découvert des choses, en fait, ils comprennent enfin certains fonctionnements qu'ils ont eus pendant des années qu'ils n'ont jamais compris, en fait. Par exemple, une dame qui avait souvent une tendance, en fait, dès qu'elle avait un souci dans sa vie, elle se mettait dans son canapé et elle faisait plus rien. Donc ça pouvait durer très longtemps, des jours, enfin voilà. Et en fait, elle a compris que petite, donc son père en l'occurrence la violait. Elle a été le dire un jour à sa mère, comme elle a pu. Sa mère ne l'a pas cru ou lui a dit que c'était normal, plus précisément. Et du coup, cette dame explique, mon cerveau, en fait, maintenant, il part du principe que face à un problème, je ne peux rien faire. Puisque à l'époque, en fait, je n'ai rien pu faire. C'était fichu. D'accord? Donc, en fait, ça a été tellement dur pour elle, en fait, d'oser en parler à sa mère. Et ça a été tellement terrible pour elle, la réaction de sa maman. Son monde s'est tellement effondré que elle s'est totalement résignée. Et après, son cerveau, il a dit, ok les gars, quand il y a un problème, il vaut mieux pas qu'on prenne les choses à bras le corps et qu'on essaie de le résoudre, parce que ça fait beaucoup trop mal. Et on se prend une trop grosse claque après. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va se résigner directement et rester dans le canapé à ne rien faire. Et d'avoir mis à jour que ce fonctionnement venait spécifiquement de ce traumatisme enfoui, eh bien, devinez ce qui s'est passé. À la séance d'après, je lui ai dit alors, elle m'a dit c'est le jour et la nuit. D'accord? C'est le jour et la nuit. Je suis plus du tout dans mon canapé. Donc, voyez que quand, par rapport à un aspect de l'événement enfoui, de l'événement traumatique, quand il y a un aspect qui est découvert, qui est expliqué et qui est relié au présent, et que le symptôme au présent, le problème au présent disparaît instantanément, bah ça veut bien dire, je veux dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme explication que c'est la vérité en fait. Et c'est pour ça que le fonctionnement pathologique au présent disparaît. C'est parce que le cerveau l'a replacé au bon endroit. Donc cet endroit est forcément vrai. Voilà, comment on sait la vérité bah, des gens qui disent mais en fait, toute ma vie est en train de prendre du sens en fait. Je suis en train de comprendre tellement de choses. Je suis en train de comprendre pourquoi j'ai jamais laissé les hommes m'approcher. Je comprends pourquoi j'ai toujours eu une sensation de tristesse au fond de moi. Je comprends enfin que c'est pas moi le problème et que je suis pas de nature mélancolique. Bon, ça, je pourrais passer la nuit à vous dire des choses comme ça en fait. Ma souffrance trouve enfin une explication. En fait, alors attendez, je précise bien. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas à la seconde où les choses émergent pour la première fois. Hein. Parce que souvent, à la seconde où les choses émergent pour la première fois, les victimes ne se croient pas. D'accord? C'est quand il y a eu déjà un travail de fait, et notamment un travail d'acceptation que c'est bien arrivé. C'est à ce moment-là, en fait, que
ça explique énormément de choses. Et les gens, ils disent, en fait, enfin, je veux dire, et ça explique trop de choses, en fait, dans la vie de la personne, pour que ce soit faux, en fait. C'est comme si leur vie était un puzzle, et en fait, enfin, on vient mettre la pièce manquante. D'accord? Sachant que alors, c'est pas juste que ça va mieux dans leur vie en fait. C'est que spécifiquement l'aspect de leur vie qui va mieux correspond correspond pile à ce qui vient d'être mis à jour dans une scène enfouie en fait. Par exemple, une dame qui disait d'une séance à l'autre, pareil, maintenant dans ma vie d'adulte, je peux dire non sereinement. Et c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? On était justement en train de déterrer une partie du traumatisme enfoui, où mon oncle m'a fait très mal le jour où j'ai osé lui dire non. Le jour où j'ai osé lui dire non, mon oncle m'a fait très mal. Donc en fait, son cerveau avait appris qu'il fallait surtout jamais dire non. Et donc pendant toutes ces années, elle ne s'est jamais autorisée à dire non. Le fait que l'on ait mis à jour le fait que son oncle lui avait fait très mal le jour où elle avait osé dire non. On a enlevé la culpabilité en disant, pour l'aider à comprendre que, enfin, en tout cas, elle a compris que, non, moi je suis très fière d'avoir dit non, je ne regrette rien, et du coup, ça n'est pas de ma faute s'il m'a fait du mal le jour où j'ai dit non. Okay, donc, je ne suis pas coupable de dire non. Et du coup, elle a pu dire non sereinement après. D'accord? Donc, ça, je veux dire, c'est des choses qui ne s'inventent pas non plus. Ok? Donc, il n'y a pas que le souvenir, en fait, pour savoir si c'est vrai ou pas. Il y a toutes ces choses à côté. Il y a le fait que la personne se sent soulagée aussi. D'accord? La personne se sent soulagée. Alors, c'est souvent pas dans un premier temps. C'est vraiment quand la personne commence à accepter. C'est comme si elle reste pas non. C'est vraiment quand, ok, je lâche la résistance. C'est quand vraiment la personne saute dans le vide et commence à accepter que oui, ça fait partie de son histoire. Et bien en fait, si la personne à ce moment-là est soulagée, ça c'est une preuve que c'est la vérité. Parce que personne n'est soulagé d'apprendre qu'il a été violé ou torturé ou je ne sais quoi d'autre. Je veux dire, ça n'a aucun sens. D'accord? Vous allez me dire, bah si, les gens qui souffrent, du coup, ils sont soulagés parce qu'enfin leur souffrance a une raison. Oui, mais donc ce serait quoi l'autre option? En fait, ce serait que leur souffrance n'a aucune raison. Ou alors, ok, ma souffrance, parce que parfois les gens ils me disent ça, oui, mais du coup, je suis peut-être soulagée parce qu'enfin ma souffrance a une raison. Alors, de toute façon, ta souffrance a une raison. Je veux dire, la souffrance, elle ne tombe pas du ciel. D'accord? Donc, si c'est pas cette raison-là, de toute façon, ce sera une autre. Mais, donc, ça voudra dire que, si cette chose-là est fausse, ça veut dire que l'inconscient aurait caché la vraie raison, qui serait encore 1000 fois pire à la souffrance. D'accord? Donc non. Alors, pour revenir à mon exemple de dire non, vous vous rendez compte un peu, c'est-à-dire c'est très caractéristique des enfants qui ont été maltraités au sens large, de pas oser dire non dans leur vie adulte. Mais vous imaginez un petit peu l'injustice parce que ce sont des gens qui ont pu se sentir faibles toute leur vie de ne pas avoir réussi à dire non. Alors qu'en fait, par exemple, pour cette dame, c'est que son oncle lui avait fait très très mal, lui avait fait payer très cher le jour où elle avait osé lui dire non. D'accord? Donc c'était très logique son fonctionnement en fait. Parce que regardez, la preuve, c'est que tous les bébés, en fait, sont capables de vous dire non quand ils sont pas d'accord. Il n'y a aucun problème. Même ils mettent un peu plus de personnes au courant que parfois il est nécessaire de le faire. Mais en fait, c'est forcément qu'à un moment donné, l'enfant, il est cassé d'une manière ou d'une autre et il n'arrive plus à s'affirmer et à dire non, en fait, de manière sereine, d'accord? Voilà, donc il y a plein d'explications. Voilà, depuis petite, j'avais l'impression d'être un objet sans savoir pourquoi. Et là, je sais enfin pourquoi. Vous voyez, il y a une multitude de choses, en fait. Il y a une multitude d'indices qui permettent à la personne de se rendre compte au fur et à mesure que ce qui est sorti, c'était vrai.
En plus, je veux dire, évidemment que si ce que vous... Si vous êtes soulagé, une fois que vous avez commencé à accepter ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça, d'où l'importance d'un thérapeute sécurisant qui vous dit pas, mais attendez, vous êtes sûr Parce que ça, et Muriel Salmona le dit très bien, hein, une des choses qu'il ne faut surtout pas dire, notamment à un enfant qui commence à parler du fait qu'il a été victime de quelque chose, c'est surtout ne jamais lui dire, mais t'es sûr? C'est la première chose à ne pas faire. Ça, on le sait. Parce que, avec ce que je vous ai raconté, avec la sensation d'irréalité, quand c'est très violent pour l'enfant, bah en fait, vous lui dites, en plus, la personne qui lui a fait du mal paraît hyper sympa, donc déjà, il se demande si on va le croire. Et alors, si vous lui dites, t'es sûr? Bah, il va vous dire, bah non. Je veux dire, c'est évident. D'accord? Donc maintenant, heureusement, dans les interrogatoires, à la police, on commence à connaître ce fonctionnement du cerveau. Alléluia. Mais du coup, il faut jamais dire à quelqu'un qui a des souvenirs qui remontent, mais vous êtes sûr? Bah non, en fait, je ne suis pas sûre, puisque c'est spécifiquement le mécanisme de la dissociation. Donc, t'es formé, toi, ou pas? Ah non, mais... bon, bah, enfin, d'accord? Donc ça, c'est très important. Parce que vous pouvez faire des dégâts absolument phénoménaux, en fait, en mettant en doute la parole de victime. Même si la personne qui est accusée, vous l'aimez profondément et ça a l'air d'être quelqu'un de super sympa. Moi, j'ai déjà rencontré des gens et je sais qu'ils ont... enfin bref, c'est assumé, il y a eu une peine de prison et tout ça. C'est des gens qui ont attouché leurs enfants et c'est des gens qui sont super sympas. Par ailleurs, vous voyez. Donc, évidemment que si ça soulage la victime avec le bazar que ça va mettre dans la famille, et forcément que c'est la réalité. Et puis, oui, très important par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Pour ceux qui disent, oui, mais en fait, les gens sont soulagés parce que la souffrance a enfin trouvé une origine. Alors, donc là, pour ceux qui disent ça, ça voudrait dire que, au fond de mon cœur, je suis triste pour quelque chose, mais vu que je crois que je suis triste pour autre chose, ma première tristesse se sent écoutée et du coup, je vais mieux. Et ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que si vous dites ça, c'est comme si vous disiez, je suis en colère contre quelqu'un et que je vais arrêter. Par exemple, je suis en colère contre mon conjoint de m'avoir mal parlé et vous me dites, si je me dis que je suis en colère contre lui parce qu'il a perdu mes affaires, eh bien du coup, donc si je me dis que je souffre ou que je suis en colère pour autre chose, ma colère va se calmer ou mon mal-être va se calmer. Mais ça n'a rien de logique en fait, d'accord? Donc bien sûr que non. Les gens sont soulagés quand ils ont trouvé le bon événement, ok? On n'est pas, je veux dire, on n'arrête pas d'être triste d'avoir perdu sa mère quand on était une petite fille. Si on pense qu'on est triste parce que notre père a eu un accident de voiture. Je veux dire, c'est deux tristesses différentes. Donc si je me dis, ah bah oui, cette tristesse, c'est parce que mon père a eu un accident de voiture, en fait, cette tristesse, elle continuera de pleurer si en fait cette tristesse, c'est la tristesse que ma mère soit morte quand j'avais 7 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis surtout, la vérité, elle est chargée émotionnellement. D'accord? C'est comme ça aussi qu'on reconnaît la vérité. C'est quand il se passe des choses dans le corps, c'est quand c'est très chargé émotionnellement. Enfin, faut le voir. Ok? Et puis aussi, voilà, une preuve, c'est quand la victime, elle sent profondément que c'est vrai dans son cœur, en fait. D'accord? Et après, voilà, là vous me dites, oui, mais attendez, elles peuvent raconter des bêtises. Bah, en fait, je vous invite à devenir thérapeute et à être face à ces gens-là. Et en fait, je veux dire, je sais pas comment vous expliquer, en fait. Je veux dire, ça se voit que profondément,
il y a tout en fait. Il y a le regard de l'enfant effaré qui vous regarde. Enfin, il y a tout en fait. Il n'y a pas que la parole. D'accord? Alors, point très important. Point très important. Oui, bien sûr, parfois, il y a des fausses images. Oui, bien sûr. Tout à fait. Par exemple, la personne ayant agressé l'enfant, dans l'image qui revient à la conscience de la personne, par exemple, un homme va avoir, dans le souvenir, une tête de monstre. Il y a aussi des personnes qui retrouvent des souvenirs et, par exemple, la tête de la personne est floutée, en fait. Et il y a même certaines personnes qui disent, mais en fait, je sais que c'est parce que je veux pas qui c'est. Donc ça aussi, sur l'image, en fait, le visage est flouté. Mais c'est pas pour ça que c'est faux. Au contraire, d'ailleurs. Pourquoi tu veux pas voir l'image de qui c'est si c'est faux? Donc alors, il y a des gens qui bien sûr, n'ont pas d'image et qui se soignent uniquement avec la conscience de ce qui leur est arrivé. Alors, maintenant, je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire un exemple de comment les choses remontent en psychothérapie. Donc c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'on ait perdu un certain nombre de personnes. Parce que vous allez voir, ça va être très très dur à entendre. Donc je vous préviens avant pour que si vous ne souhaitez pas entendre quelque chose de dur, bien sûr, je vous laisse éteindre votre ordinateur ou votre téléphone. Si vous pensez que ça va être trop insupportable pour vous d'écouter comment ça peut remonter en psychothérapie, sachez quand même que si vous décidez là maintenant de partir, il serait intéressant de vous poser la question comment ça se fait que ça me touche autant? D'accord? Voilà. Et aussi une autre question, si je ne peux pas entendre ce que quelqu'un que je ne connais pas a à dire sur les horreurs qu'il a vécues, est-ce que je vais pouvoir écouter un enfant qui vient me dire ce que lui a vécu? D'accord? Donc c'est important de se poser les questions. Ok? Voilà. Donc c'est le moment d'éteindre votre ordinateur si vous ne souhaitez pas entendre la suite. Donc c'est une dame qui est venue en psychothérapie avec moi et donc je vais vous lire en fait ce qui est ressorti en séance, donc uniquement de sa bouche. Vous allez voir que on ne peut pas inventer ce genre de choses. Ok? Donc c'est une dame qui a retrouvé qu'elle avait été violée pendant toute son enfance par son père, donc elle l'avait totalement occulté, mais totalement, d'accord. Alors, après j'avais très très peur qu'il revienne et qu'il recommence. J'avais peur d'avoir encore mal. J'avais peur qu'une fois, je n'arrive plus à supporter et que je meure. Mais d'un autre côté, j'avais envie de mourir. Comme ça, on aurait vu qu'il se passait quelque chose. Donc quelqu'un aurait vu qu'il se passait quelque chose. Ça fait mal et j'ai pas le droit de dire que ça fait mal. Après, j'avais envie de vomir. Ça me brûlait. J'avais l'impression d'être explosée. Je serrais toujours les jambes. Je ne voulais plus aller faire pipi pour ne plus qu'il y ait rien qui rentre et qui sorte. J'ai mal au dos parce qu'il me mettait sur une table. Plus il y allait fort et plus j'avais mal au dos. Je préférais quand il utilisait ses doigts parce que quand il utilisait son sexe, c'était beaucoup trop gros, ça faisait mal. J'avais l'impression d'être explosée. La douleur que je ressentais, c'était juste inimaginable. Je me coupais de mon corps. Je ne pouvais pas me rendre compte que ça faisait mal. Sinon, j'aurais crié et il m'aurait tué. J'arrêtais de respirer quand il me couchait sur la table. Quand il me mettait contre le bord de la table, je savais ce qu'il allait me faire. Il pousse pour que ça rentre et à un moment, ça explose. Je résiste, je laisse fermer et à un moment donné, je lâche et ça explose. Ça brûle. Je ne veux pas qu'il bouge, mais il bouge. À l'intérieur, ça dit « Au secours, au secours, au secours ». Je pense à m'échapper par l'autre bout de la table, mais j'ai peur qu'il me tape.
Ses mains me font mal aux hanches parce qu'il me bloque sur la table pour ne pas que je bouge. Il mettait ma main sur le bas de mon ventre pour que je sente. Ça me dégoûte qui il était. Ça bougeait dans mon ventre. Sensation d'un ventre plein. Je l'entends dire « Tu me sens ?» En me faisant sentir, il ne me laisse même pas tranquille et aller ailleurs. Fallait être forte et ne pas pleurer. J'avais trop envie de pleurer et que l'on me prenne dans les bras, mais il n'y avait personne. Je me suis empêchée de pleurer pour qu'il croie que j'étais suffisamment forte et qu'il n'ose pas m'attaquer encore. Si j'avais pleuré, il se serait dit que je pouvais pas me défendre. Vous voyez, ça c'est des idées de petite fille. Bon, bah ça s'invente pas. C'est ce qu'elle s'est dit dans sa tête de petite fille. Si je pleure, il va se dire que je serai faible et que je pourrai pas me défendre. Alors que si je pleure pas, il va se dire que je suis forte et du coup, il osera pas m'attaquer la prochaine fois. Je me suis aussi empêchée de pleurer pour qu'il soit fier de moi, parce qu'il me félicitait. Personne ne peut imaginer à quel point j'avais mal. Je pouvais plus respirer. C'est la panique. À l'intérieur de moi, ça disait coupe, coupe. Comme la dissociation, vous voyez, avant que ça fasse trop mal. Ça appuie et d'un coup, ça fait super mal. Je ne peux même pas hurler. J'ai pas le droit. Ça fait de la bouillie. Ça va trop loin dans mon ventre. Et j'ai envie de vomir et je ne peux pas serrer les jambes. Je ne peux pas fermer les yeux. Il m'en empêche. Ça fait tellement mal. Je ne peux pas faire du bruit. Si je fais du bruit, il a dit qu'il irait encore plus fort et que ça ferait encore plus mal. Sauf que j'avais trop mal. Mon esprit sortait par ma tête. Je sentais plus que j'avais mal. Je voyais que j'avais mal. Je savais à quel point j'avais mal. Mais je sentais plus que j'avais mal. À chaque fois, je me demandais si j'allais tenir le coup ou si j'allais mourir de douleur. J'ai l'impression que ça remonte très très haut. Je me demande même s'il ne va pas ressortir par ma bouche. Vous voyez, une petite fille qui se dit ça, bah oui. Je me dis que je pourrais plus respirer. Quand il me force à utiliser ma bouche, je sais que je vais avoir 2 fois plus mal parce qu'après il fera en bas. Je n'ose même pas regarder le bas de mon ventre. Ça doit être de la bouillie. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne se voit pas. Ça brûle, comme une fourchette qui remue. Vous voyez, ça s'invente pas, ce genre de description. Ça diffuse partout dans le corps, c'est abominable. C'était pas regardable. C'est une douleur lancinante qui dure et qui se ravive. Le pire, c'est quand il rentre. C'est comme ma bouche, c'est trop petit. Pour moi, dans ma tête, il y a plein de sang partout. Pourtant, il n'y en a pas. Je n'osais plus baisser la tête. Pour moi, je ressemblais à du jambon haché. Je ne ressemblais plus qu'à un tas de trucs, même plus mes jambes ni rien. Je ne comprenais même pas comment on peut avoir si mal et ne pas être mort. Fallait pas que je meure. Fallait pas que je laisse mon petit frère. Fallait que je me relève pour être là pour lui. Comme ça, lui ne sera pas écrabouillé si moi je lui dis que je veux. En fait, c'est une petite fille qui, pour protéger son petit frère, en fait, se mettait au devant de son père quand il venait violer quelqu'un dans la chambre. Et du coup, c'était pour protéger son petit frère et que ce ne soit pas son petit frère qui y passe. Donc ça, c'est aussi pour toutes les personnes qui agressent les enfants et qui disent « Bah oui, mais elle s'est présentée devant moi, donc c'est bien que ça lui faisait pas de mal. » Non, non, pas du tout. Il y a toujours une explication. D'accord. Parce que s'il m'attrape moi, il ne m'attrapera pas lui. Il ne l'attrapera pas lui. Mon petit frère, je le cachais. Et quand c'était fini, j'allais le chercher. Et je lui disais que tout allait bien. C'est pour ça que je ne pouvais pas pleurer aussi, pour ne pas qu'il soit triste. J'étais tout le temps aux aguets, la panique qui monte. Je sens le mal qui se rapproche. Je ne pouvais pas fuir. Je regardais autour de moi pour trouver une porte de sortie, mais il n'y en avait pas. Je ne devais pas fuir pour qu'il m'attrape moi et pas mon frère. Je voulais crier au secours, mais je ne pouvais pas. Ça monte. Je vais exploser dans ma tête. Le mal qui approche, qui approche. Je me disais que mon cœur n'allait pas tenir parce qu'il battait trop vite. Je cours dans ma tête dans tous les sens, mais il n'y a pas d'issue. Je me disais, si je pouvais mourir avant qu'il m'attrape. Dès qu'il posait la main sur moi, je partais dans ma tête. Après, ça fait trop mal aussi. Quand je peux, je me mets en boule dans un coin. Ça brûle. En apparence, je suis normale. En vrai, je suis qu'un tas de chair burk qui n'a plus de forme ni de consistance. Ça fait mal aussi les jours d'après. Quand je me réveille, je me dis
que je n'ai peut-être plus mal, mais si j'ai mal. Et là, il faut se lever et faire semblant. Je suis triste d'être toute seule. Je suis au fond d'un immense trou et je peux même pas chuchoter. J'ai le sentiment de vivre parmi les autres, mais pas pour de vrai. Je fais tout le temps semblant de vivre, alors que les autres ne savent rien. Une solitude abyssale. Je croyais que quand je le dirais à ma mère, ce serait grave et qu'on me consolerait. Mais ma mère ne m'a pas entendu et il ne s'est rien passé. Voilà le style de choses qui sortent en psychothérapie. Et parfois, c'est ce genre de choses qui sortent, mais sans image en fait. C'est juste ça sort. Bon, bah, je suis désolée. Aller dire que c'est des souvenirs, des faux souvenirs, c'est pas possible. Ça ne s'invente pas. D'accord ? Alors, autre chose aussi, c'est que si vous êtes un psychothérapeute et que vous envisagez, dans le cadre d'une psychothérapie, que quelqu'un qui vient vous dire avec le doute que un tel l'a violée, a abusé d'elle, etc. Si vous envisagez dans votre tête l'existence des faux souvenirs pour ce genre de problématique, en fait, vous n'entendrez jamais ce genre de témoignage. Vous savez pourquoi ? Parce que pour qu'une personne se confie à ce point, pour qu'elle vous ouvre son cœur à ce point, d'accord, son cœur de petite fille, il faut vraiment qu'elle se sente en totale sécurité et en totale confiance avec vous, d'accord ? Et qu'elle sente en fait qu'au plus profond de votre être, je veux dire, c'est tellement dur pour les victimes de parler. Il faut qu'elle sente au plus profond de votre être que vous ne remettrez pas en doute ce qu'elle dit en fait, parce que ça fait trop mal aux victimes. Donc si elle sent, ou même si elle perçoit que vous êtes en capacité de remettre en doute ce qu'elle dit, mais en fait ça ne sortira jamais. D'accord ? Et donc vous aurez la preuve que, ah bah voilà, après elle a dit que c'était faux. Bon bah voilà, donc c'est bien que c'est des faux souvenirs. Non, pas du tout. C'est qu'elle ne se sentait pas assez en sécurité en fait. Ok ? Voilà, parce que ce qui sort, c'est la voix de la petite fille ou du petit garçon qui n'a jamais été entendu. Et donc il tâtonne en fait. Il regarde si vous allez le croire ou pas. Ok, donc tout ça c'est possible. Ce genre de témoignage, c'est possible grâce à une grosse préparation, grâce à votre posture de thérapeute, grâce au travail que vous avez fait sur vous. Voilà, après, voilà, les faux souvenirs, c'est vrai que ça arrangerait tout le monde en fait. Parce que ça voudrait dire que toutes ces horreurs, c'est faux. Mais malheureusement, c'est vrai. Il y a une psy qui disait, et moi je la rejoins en fait, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Parce que s'il n'y a pas de doute, enfin, je veux dire, les gens comme ça, ils diront, oh bah tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Bah tiens, je vais peut-être me dire qu'un tel m'a violée. Mais pas du tout. Voilà, si quelqu'un vous entend parler de faux souvenirs, il se confiera jamais à vous en fait. Parce qu'en fait, les victimes, naturellement, avec la dissociation, etc., doutent de ce qui va sortir. Donc si vous vous doutez aussi, ça ne lui apporte pas la sécurité dont elle a besoin pour laisser sortir tout ce qui a besoin de sortir. Et donc, au fur et à mesure, ce qui va lui permettre de se croire. Ok ? Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Je vais regarder un petit peu vos commentaires. Bah, allez-y, hein, dites-moi, les personnes, les survivants. Les survivants, est-ce que vous souhaitez me poser des questions ? Parce que là, on est entre nous, donc comme ça, je pourrais y répondre. Le faux souvenir s'élabore par combinaison de vrais souvenirs et de suggestions provenant d'autres personnes. Voilà. Au cours du processus, les sujets sont susceptibles d'oublier la source de l'information. Oui, voilà, c'est ça. Alors, la paranoïa et la découverte de faux souvenirs. Alors déjà, pourquoi quelqu'un est parano ? Il faudrait se poser la question. Hein. Comment ça se fait qu'il a été cassé à ce point-là ? Face aux adultes qui ne veulent pas nous croire, nous inventons, nous pouvons échapper à la réalité par le mensonge. Mais bien sûr, mais oui, des mots qui semblent incongrus dans la bouche d'une enfant. Bien sûr que oui, en fait. Et en plus, c'est terrible parce qu'il y a même des personnes qui font du mal aux enfants. Et un monsieur qui avait dit à une petite fille, mais vas-y, dis-le en fait. Dis-le ce que je t'ai fait. De toute façon, il n'y a personne qui te croira. Bien sûr, parce que
parce que personne veut que ça arrive, parce que l'adulte qui fait ça a l'air sympa, et du coup, voilà, bien sûr que tout le monde préfère que ce soit faux. Voilà, donc Agnès, hein, excusez-moi si j'ai pas été claire, hein, mais bien sûr, hein, les hypnotiseurs, ne, ne- non, non, c'est pas, enfin, je veux dire, il y a des thérapeutes, moi j'ai connu des thérapeutes qui, en effet, induisaient des choses, enfin, c'est pas qu'ils induisaient des choses, c'est qu'ils se permettaient de dire des choses, alors que ça doit, c'est très, de dire aux gens, bah toi t'as été violée, etc. Pour moi, ça c'est une faute professionnelle. Mais bien sûr, je suis pas du tout en train de dire, excusez-moi si je me suis mal exprimée, que les hypnotiseurs, c'est pas du tout le travail des hypnotiseurs d'induire les faux souvenirs, bien sûr. Excusez-moi pour ce malentendu. Ok, alors, euh, quand le souvenir est revenu, j'ai compris pourquoi j'avais oublié, tant ça a été violent. Ma vie. En même temps, je n'ai pas cessé de me demander si ça n'avait été qu'un rêve éveillé. Bien sûr, Michel, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Sachant que ce qui est absolument dramatique, c'est quand un adulte va dire à l'enfant, non mais en fait t'as rêvé en fait, ou c'était un cauchemar. Ce qui peut accentuer parfois cette sensation que c'est un rêve, ou un cauchemar en l'occurrence, c'est que ça se passe la nuit. D'accord. Donc là en fait l'enfant il est un peu... Alors Manu, vers quel thérapeute se tourner? Donc des thérapeutes que moi je suis en train de former. Donc par exemple il y a euh, Ilona Harley par exemple, qui est formée à ma méthode. Au 06 03 40 60 36. Alors, elle fait par visio aussi. Sachez que c'est possible, sinon elle est à Saint-Mars-sur-Mer, à côté de la Baule. Alors, quels sont les meilleurs soins de reconstruction d'un enfant? Peut-on vraiment le reconstruire? Ah bah évidemment! Ah bah évidemment! Bah sinon, moi je me tire une balle puisque toute ma vie, moi je vais voilà, faire ce travail-là en fait. J'apprends aux thérapeutes à bien sûr, à soigner les enfants complètement cassés. Donc bien sûr que c'est toujours reconstructible et encore heureux, d'accord? Donc voilà, c'est important de bien comprendre que n'importe quel enfant, quel adulte cassé peut être réparé, on va dire, peut se réparer, d'accord? Voilà, bah écoutez, il n'y a pas beaucoup d'autres, j'ai pas trop accès à d'autres commentaires, mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tant de questions que ça. Bah, j'espère que j'ai été claire en tout cas. Voilà, c'est pas un sujet facile. Donc, si je devais répondre en 2 secondes à est-ce que les faux souvenirs existent? Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Les souvenirs induits, notamment en hypnose, mais pas forcément les hypnothérapeutes, hein, en hypnose, par exemple, de spectacle ou dans les expériences, d'accord, c'est possible d'induire. Ah oui, c'est pour ça que tout à l'heure, vous avez cru que je disais que le travail des hypnothérapeutes, c'était d'induire, d'accord. Donc, si c'est spécifiquement la volonté d'un hypnotiseur de mettre une idée dans la tête de quelqu'un, oui, ça, je ne le nie pas, c'est possible. Par contre, le fait qu'il y ait des choses qui remontent à la conscience et on ne sait pas trop d'où ça sort, dans le cadre d'une psychothérapie, non, pour moi, là, les faux souvenirs n'existent pas. Voilà, je suis claire et j'ai une position très claire sur le sujet. Voilà. Ok. La méditation de pleine conscience et l'hypnose sont-elles dangereuses pour les traumatismes enfouis? Non. Non, 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 non. En fait, si vous voulez, c'est pas l'outil le problème. C'est la manière de l'utiliser le problème. D'accord? Donc, quel est mon point de vue sur le MDR par exemple? Bah, voilà, moi par exemple, j'ai été extrêmement traumatisée par le MDR, c'est-à-dire que ça a été mal utilisé. Et en fait, si vous voulez, c'est très important que... mais il y a des thérapeutes qui sont très bien formés à l'EMDR et qui le pratiquent très très bien. Donc, le MDR, c'est très important. Enfin, pour moi, en fait, pour les traumatismes enfouis, de toute façon, c'est très important la préparation, en fait. D'accord? Aider la personne à comprendre qu'il y a quelque chose à trouver, que ça va pas être simple, etc. Lui demander si elle est bien
prête, si elle est bien... Parce qu'il y a un certain nombre de choses, en fait, qui prouvent que quelqu'un a vécu quelque chose d'extrêmement grave dans sa petite enfance. Un certain nombre de signes, hein, je sais pas moi. Alors, je dis pas que tous ces signes montrent que vous avez vécu des horreurs, enfin, que vous avez été victime de violences sexuelles dans l'enfance, mais c'est quand même des signes qui se retrouvent très régulièrement. Les terreurs nocturnes, les gens qui disent qu'ils sont angoissés, stressés et que c'est dans leur nature, les phobies inexpliquées, les TOC, la sensation de vide profond, une mélancolie profonde, inexpliquée. Vous vous souvenez pas de pans entiers de votre enfance, les gens qui sont extrêmement susceptibles, les gens qui se dégoûtent, les gens qui culpabilisent d'être comme ils sont, les gens qui ont toujours l'impression qu'ils sont compliqués, les gens qui ont une sexualité qui est complètement perturbée, dans un sens ou dans un autre, les problèmes relationnels, même si bien sûr le fait d'avoir des problèmes relationnels ne s'explique pas forcément par des abus sexuels subis dans l'enfance, pas du tout, bien sûr. Voilà, si vous êtes obsédé par le fait que votre enfant soit victime de violences sexuelles, on peut se poser des questions. Si vous avez des peurs inexpliquées, si vous doutez tout le temps de vous, si vous êtes drogué à l'adrénaline, c'est que vous avez été shooté à l'adrénaline et donc à la violence d'une certaine manière dans l'enfance. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc le MDR, pourquoi pas, hein, avec un thérapeute qui sait ce qu'il fait, bien sûr, et qui ne l'utilise pas n'importe comment, puisque c'est très important de bien préparer la personne, etc. Méditation de pleine conscience, tout à fait. En fait, ça peut être, voilà, c'est vraiment peut-être laisser émerger ce qui vient de l'inconscient. Mais encore une fois, pour moi, en fait, peu importe l'outil que vous utilisez, l'essentiel, c'est la préparation. Moi, je forme beaucoup mes thérapeutes, mes élèves thérapeutes à préparer, en fait, quand il y a un souvenir enfoui, à préparer les gens à ce qu'ils vont à ce qui va émerger. Alors, très bonne question. Il y avait une question sur... Ah voilà, super. Est-ce que les pédocriminels se dissocient pour oublier ce qu'ils ont fait? Alors, je pense en effet qu'il y a une sorte, possiblement, en tout cas parfois, une sorte de déni. Vous savez, un peu comme quand, dans notre vie quotidienne, on a un défaut, et puis on se dit mais non en fait. D'accord? On se dit mais non, je sais pas moi, ou on a une grosse tâche et on se dit oh c'est bon, il n'y a personne qui va la voir. Et du coup, en fait, on voit bien que notre cerveau a une capacité à arranger, à se raconter une certaine chose qui l'arrange en fait. Donc, évidemment que une personne, un pédocriminel qui peut-être que pour pouvoir vivre avec, il va en effet passer lui aussi dans le déni et avoir une certaine forme de... Voilà, des gens qui l'occultent complètement, il y en a qui l'occultent en partie, mais bien sûr, si vous allez voir sur... Muriel Salmona en parle très bien, c'est-à-dire que les victimes, en fait, sont dissociées, ce que je vous racontais en tout début de live. Il y a la dissociation, donc c'est-à-dire que l'adrénaline monte, et ça fait qu'il y a une anesthésie émotionnelle, et du coup la personne, en fait, la victime, est comme droguée, anesthésiée émotionnellement, en fait, elle ne ressent plus rien. Et bien, en fait, si vous voulez, tant que vous n'avez pas soigné ce que vous avez au fond de votre cœur, un des mécanismes de protection pour les victimes, c'est de se remettre, enfin, de se redroguer à l'adrénaline, en fait. Donc c'est ça qui va les amener, bien sûr, de manière totalement involontaire, dans des situations, dans des relations de violence, par exemple, où du coup, leur cerveau va prendre de nouveau un shoot d'adrénaline et ça va de nouveau, en fait, les couper de toute l'horreur et de toute la souffrance qu'elles ont dans leur cœur et qui vient d'événements encore plus antérieurs, en fait, et du coup, toute cette souffrance qui n'a pas pu être libérée. D'accord? Et tout ça pour dire que, du coup, un agresseur, pour moi, mais ça n'engage que moi, je sais que les gens ne sont pas d'accord avec ça, mais pour moi, n'importe quel agresseur a été victime dans son enfance.
Moi, j'en suis absolument convaincue. Et les gens qui disent oui, mais non, moi, j'ai pas été victime dans mon enfance. Moi, je peux te présenter 40 000 personnes qui ne se souviennent pas de ce qu'elles ont vécu dans leur enfance. Donc, pour moi, dire je n'ai pas été victime, c'est pas une preuve qu'on n'a pas été victime, puisque la plupart l'occultent totalement. En tout cas, pour qu'il y ait une recherche d'adrénaline chez l'agresseur, c'est bien qu'il y ait quelque chose à anesthésier dans son cœur. Ok? Donc oui, tout à fait. Je pense qu'il est tout à fait plausible que un pédocriminel se dissocie, bien sûr. Ok, bon allez, je vais faire ma pause. Je vous dis dans un quart d'heure pour ceux qui viennent avec moi à la supervision. Ok? Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, je pensais que j'allais avoir plus de revendications, mais en fait pas trop par rapport à ce sujet. J'espère que ça vous aura apporté des réponses. Je vous dis au mois prochain, donc nous serons en avril. D'accord? Donc 3 avril, 18 h sur ma page. Je vous dis à plus tard, bonne soirée.